Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du Cercle des économistes. Alors, on a eu le chiffre, il est tout chaud, il vient de tomber, chiffre INSEE et Notaire qui nous disent de concert que les prix de l'immobilier ancien résidentiel en France sont en hausse au troisième trimestre de 4%, troisième trimestre donc, après déjà 3% de hausse au second trimestre. La hausse évidemment est encore plus marquée, vous le savez, à Paris, 5% au troisième trimestre. Est-ce que cette euphorie, est-ce qu'elle est pour vous raisonnable, est-ce qu'elle est saine? Parce qu'en parallèle, on a aussi des volumes de transactions qui sont records. On est, je crois, à 950 000 transactions en un an, c'est du jamais vu. Non, il y a un aspect qui est évidemment le fait. fait C'est sain ou pas? C'est positif parce que ça montre que ça bouge, que notre économie redémarre et l'immobilier est toujours un révélateur assez significatif de la croissance. En revanche, ça écarte beaucoup, notamment de jeunes, de Paris-Centre. C'est quand même pas top. À un moment déterminé, vous allez avoir une guerre de génération. C'est-à-dire que les vieux ou les seniors, puis je lis, comme moi, ils sont bien installés au centre de Paris. Et pour les vous, jeunes, c'est l'acquis. Voilà. Et donc, tout ça n'est pas sain dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle, Dieu sait si j'ai eu quelques remarques désobligeantes, enfin pas désobligeantes, mais critiques par rapport à Mme Duflot. La seule chose assez habile qui avait été faite, c'était de dire qu'il fallait limiter dans quelques endroits très tendus les prix et le tribunal. Ah là, vous me parlez des loyers. Moi, je vous parle des prix de vente. Oui, mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Parce que quand vous avez un appartement et que vous voulez avoir un peu de rendement, vous remontez les loyers. Et si vous avez des loyers qui sont relativement limités, vous avez à ce moment-là. On va parler d'encadrement des loyers, mais sur cette hausse des prix de 4% en France en un an, ça peut durer combien de temps comme ça? Tant que les taux d'intérêt restent bas, on est parti sur une tendance. Donc pour vous, en tout cas, il n'y a pas de déséquilibre, c'est pas malsain, je veux dire, comme hausse. Pour vous, il n'y a pas, les fondamentaux restent bons, ça ne monte pas dans le vent. Tant que les taux d'intérêt restent faibles, au fond, c'est très logique. Une fois de plus, il faut voir l'impact économique, c'est bon. L'impact, j'allais dire, social, donc économique, c'est quand même un moment difficile, tout simplement parce que ça écarte beaucoup de jeunes, je répète. Et alors, vous le voyez à travers les prix. On le voit aussi à travers les loyers. Ces sujets sont absolument majeurs. Qu'est-ce qui pourrait enrayer, encore une fois, cette euphorie, cette belle embellie sur le marché de l'immobilier, effectivement, qui est problématique pour ceux qui veulent acheter, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait enrayer cette belle machine pour l'instant? Vous êtes d'intérêt qui jouera, à laquelle je ne crois pas. Donc vous voyez, ça ne va pas l'enrayer parce que je n'y crois pas de mon point de vue. Il faut dire que quand on écoute Mario Draghi et la BCE, on se dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux, a priori, presque 2020. Quoi. Ça nous remet au fin 2019. Aucun banquier central raisonnable, c'est-à-dire celui de la Fed ou celui de la BCE ou celui de la Banque d'Angleterre, ne prendra le risque d'ouvrir la boîte de Pandore. Personne ne sait ce qui se passerait si on sait réellement les taux d'intérêt. Alors évidemment, on va pas arrêter de dire qu'on va rajouter 25 centimes, etc. Enfin, tout ce qui permet de donner le sentiment qu'on agit, mais personne ne prendra ce risque. Et donc on laisse les marchés, les actifs financiers, immobiliers, on les laisse progresser jusqu'au moment où vous avez assez de recul pour savoir que ça ne monte pas jusqu'au ciel. Bien entendu. Ce qui, moi, me plaît bien, c'est la vitalité j'allais dire, de l'économie. Ce qui me plaît bien, c'est si c'est accompagné d'une politique du logement forte, c'est qu'on construit du logement, parce que c'est quand même ça qui permet de résoudre le sujet. Il y a quand même un déséquilibre offre-demande dans notre pays qui est fort. Et je le dis et répète, si on arrive à calmer les marchés des loyers, tout simplement parce que c'est en réalité la variable clé pour expliquer la hausse des prix. Et il se trouve qu'on s'arrêtera rapidement là-dessus, mais le tribunal administratif de Paris donc, a cassé et annulé cet encadrement des loyers. Et pour autant, c'est vrai que la mairie de Paris nous dit « Oh là là, mais ça va faire flamber les loyers. Regardez, depuis qu'il y avait l'encadrement, les prix à Paris, les loyers étaient en hausse de 1%. » Donc il faut vous redouter vous aussi la flambée pour les futurs locataires, pour qui vont relouer, c'est les relocations. On parle des vous avez bien compris que, l'évolution du marché de l'achat et de la vente de logements, c'est un signe positif parce que d'abord il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, il faut le savoir, par exemple à Paris. Deux, il faut qu'on arrive à rééquilibrer l'offre et la demande dans notre pays et c'est la raison pour laquelle il y a toute cette discussion sur les APL, sur les HLM, etc. 3, il faut arriver à maîtriser
les prix, notamment pour la jeune génération, tout simplement parce que vous avez une difficulté majeure d'accès des jeunes à l'achat ou à la location. Et qu'est-ce qui est fait alors? Qu'est-ce qu'il y a dans le projet du gouvernement, dans les cartons? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ce gouvernement, donc je le trouve très actif. Le petit logement, je ne la trouve pas formidable pour le moment. Bon, on passe au Bitcoin parce que l'heure file. Le Bitcoin qui a touché 10 000 $, puis 11 500 hier en séance pour redescendre à 9 000 et refinir à 10 000. Tout ça est extrêmement volatile, au-delà justement de son extrême volatilité. Est-ce que vous faites partie de ceux, on avait Patrick Artus qui était là à votre place hier, qui disait tout ça va mal se terminer, il y aura des milliardaires mais il y aura des gens qui seront ruinés parce qu'un jour le Bitcoin s'effondrera, personne ne sait quand. Et en même temps ceux qui disent ça, c'est les mêmes qui disent la même chose quand le Bitcoin était à 1 000 $. Et oui. entre-temps, maintenant, il est passé à 10 000. Oui, enfin, vous savez, même les montres cassées ont raison 2 fois par jour. Donc, dans les faits, le Bitcoin aura un problème un jour ou l'autre. La seule question, c'est savoir quand. C'est savoir quand. Le vrai sujet est le suivant. C'est que, souvenez-vous, 2 secondes d'histoire. La liquidité mondiale, celle qui nous permet d'échanger ou d'avoir des réserves de valeur, c'est d'avoir de l'épargne. Au fond, ça a été pendant des siècles les métaux rares, les métaux précieux, l'or et l'argent. Donc, ce n'était pas très intelligent, mais c'était ça qui régulait. Après, il y a eu les banques centrales qui, elles, on le voit pour la Fed, pour la Banque centrale européenne, ont derrière l'idée d'une politique économique. Le Bitcoin, c'est un drôle de truc qui consiste à dire que c'est un algorithme qui va décider du montant des Bitcoins qui sont mis sur le marché. Reconnaissez que ce n'est pas une avancée totale de l'intelligence humaine. La technique est formidable. La méthode de régulation des liquidités disponibles n'est pas formidable. D'où cette idée que comme c'est relativement absurde, vous aviez au début ça valait quelques centimes, maintenant ça vaut 10 000 $, ça vaudra peut-être 20 000 jusqu'au moment où on s'apercevra que la logique même du Bitcoin est délicat. Si tout ça montait sur du vent, parce qu'une fille, c'est ce que vous dites, pourquoi est-ce que le Bitcoin va être adopté par plusieurs plateformes boursières, pas n'importe lesquelles? Chicago Mercantile Exchange va lancer des futurs, et maintenant on apprend que c'est le CBO, le Chicago Board of Options, qui dépend du Nasdaq, de la bourse électronique américaine, qui va proposer des dérivés justement sur le Bitcoin. C'est une forme de reconnaissance, de légitimité du Bitcoin. Non, le Bitcoin a une vertu, c'est qu'il s'appuie sur, au fond, l'idée que les transactions se font de la manière la plus, j'allais dire, transparente, raisonnable, organisée. Ce qu'on appelle un tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est la banque centrale qui dit, ben voilà, la valeur de cette monnaie, elle est comme ça, donc ça donne de la confiance aux gens. Et sur ce plan-là, c'est bien fait. Maintenant, l'accroissement de la liquidité des bitcoins, quand c'est une banque centrale, elle décide, je vais augmenter parce que il faut donner un peu plus de liquidité pour que l'activité économique redémarre, ou je suis, comme on le veut faire les Chinois, je commence à restreindre parce que ça commence à devenir dangereux. Là, c'est un logiciel. Je dois dire que quel que soit l'enthousiasme des uns et des autres, j'ai un doute sur le fait que les logiciels, d'une manière générale, se substituent à l'intelligence humaine. Ouais. Même si, encore une fois, je ne cherche pas à défendre le Bitcoin, mais on a Cantor Fitzgerald, très grand broker américain, qui dit voilà, cette catégorie d'investissement ne va pas disparaître. Et on a des partisans, encore une fois, de la monnaie virtuelle. Chez Goldman Sachs, c'est pas n'importe qui, le responsable de la recherche matières premières, qui dit que le Bitcoin a peut-être vocation à devenir, un peu comme l'or, la prochaine réserve de valeur. Ils se plantent tous? Oui, enfin, notamment la dernière version, comparer ça à l'or, c'est d'une stupidité absolue. Parce que, je vais vous dire, il faut à un moment déterminé que le vrai sujet de la monnaie, il faut bien le comprendre, c'est la quantité de ce que vous émettez. Quelle est la légitimité qui vous permet de dire... Peut-être qu'un jour, il y aura plus de Bitcoin. Qui décide je crois qu'il y a 20 millions d'unités ou 21 millions d'unités de Bitcoin. Alors, c'est en réalité un logiciel. C'est le premier exemple, en réalité, de la substitution d'une sorte d'intelligence artificielle à l'intelligence tout court. Et je dois dire que dans ces domaines-là, je préfère Mario Draghi à un ordinateur. Mais si ça se trouve, dans 6 mois, on se reparlera, il sera le Bitcoin à 20 000 $ et puis des gens se seront enrichis, on aura regardé passer les trains. Et vous savez que la veille du jeudi noir de Wall Street, les gens continuent à dire comme vous, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à monter. Bon, on parle maintenant du chef de la Banque centrale chinoise, qui est sur le départ, et donc on imagine que sa parole est un peu plus libre, parce que d'habitude il n'est pas très disert, il n'est pas très loquace, et qui lance un avertissement, ça c'est très intéressant, sur la dette chinoise et les risques financiers qui menacent justement la Chine. Il nous parle, ce sont ces termes, de risques cachés, contagieux et dangereux.
on se dit que c'est une histoire qui va mal finir, si même les langues se délient Oui. là-bas, non? D'abord, il peut y avoir de la mauvaise humeur de sa part. Vous savez, quand les gens sont bons d'un job, ils ont tendance à dire que si on ne les garde pas, c'est qu'il y a une mauvaise raison. C'est pas moi qui La vais dire le contraire. réalité, c'est que la dette mondiale a explosé depuis 2007. La réalité, c'est que cette explosion est très largement liée à l'explosion de la dette, et notamment de la dette publique chinoise, qui est liée au fait qu'ils soutiennent à bras-le-corps, ils soutiennent l'ensemble du secteur industriel nationalisé, qui en réalité... Oui, il parle d'entreprises zombies, justement, qui sont tenues à bout de bras par les crédits. Qui est tenu tout ça à bout de bras. Et puis l'immobilier. Et dans la réalité, ce qui est très intéressant, et ce qui est vraisemblablement la chose la plus importante que nous allons dire dans ces quelques minutes que nous passons ensemble. Roulement de tambour. Attention, roulement de tambour, c'est tout simplement le fait que le gouvernement chinois a décidé de limiter la dette immobilière, c'est-à-dire la dette privée, tout simplement parce que en réalité, son rythme est insoutenable. Son rythme absolument insoutenable. Et puis c'est les logements qui ne sont pas vendus. Donc là, il y a un véritable phénomène de spéculation. Donc construction qui vont en Chine, qui vont baisser de manière très significative. C'est un soutien de poids à la croissance. D'où limitation c'est un soutien de poids, d'où limitation et vraisemblablement baisse. Je vous donne un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais peut-être de 1 point de moins la croissance en 2018 par rapport à 2017. On passera de 6 et quelques à 5 ou 5 et de quelques. 6,5 à 5,5. Et donc, raison pour considérer que l'année 2018 est une année qui n'est pas si porteuse, qui n'est pas en accélération. On a beaucoup utilisé le mot d'accélération comme si ça y est, on était reparti. Non, c'est capé à cause de la réduction de la dette immobilière chinoise. Mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. C'est pour éviter peut-être une récession plus grave dans l'avenir aussi. Ah ben ça, donc ils prennent les bonnes décisions quelque part, les autorités de Pékin. Ils ont compris que la dette explosive, ça finissait par exploser. Donc, et que notamment l'immobilier chinois est quand même en réalité, j'allais dire, une sorte de développement, un développement qui est un développement non contrôlé et vraisemblablement extrêmement dangereux. Et donc comment on fait pour purger, encore une fois, pour nettoyer toute cette accumulation de dettes? Il y a la manière douce, à vous écouter, mais ça peut être plus brutal aussi. Ça peut être plus brutal, et comme M. Xi Jinping a l'air d'être un homme assez robuste dans sa manière de faire, et qu'il est le maître absolu, il n'est pas impossible qu'à un moment, il n'y ait pas cette tentation d'aller assez brutalement sur le sujet, d'où peut-être d'ailleurs le changement de gouverneur de la Banque centrale et peut-être la mauvaise humeur du gouverneur de la Banque centrale. Ceci expliquerait cela. Une banque suisse, la banque Pictet, affirme justement, puisqu'on parle de la Chine, que la Chine n'échappera pas au scénario de récession et de crise financière. Mais ça ne sera pas en 2018, c'est ce qu'ils nous disent, parce que tous les pays émergents ont connu une phase où il y a eu beaucoup d'accumulation de capital et puis au bout d'un moment, ça déraille un peu. Oui. Pourquoi est-ce que la Chine y échapperait? Et puis ce qui fait peur, ce sont les montants en jeu, parce que la Chine, c'est un colosse. C'est pour ça que les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure baissent peut-être d'1 point la croissance chinoise, et donc ralentissement de l'économie mondiale, parce que c'est quand même très important, l'économie chinoise, c'est une prévision qui se révélera juste. Quant à la proposition de Pictet, là aussi, une montre cassée a raison 2 fois par jour. Boum, tacle, au passage. Un mot sur les GAFAM, enfin sur la tech américaine. On a vu, encore une fois, des très très bons résultats, mais est-ce que c'est suffisant pour justifier les niveaux de valorisation des Google, des Apple, des Facebook et des Amazon? Peut-être qu'Amazon est à part, Amazon peut-être un petit peu à part pour le coup. Mais vous en pensez quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle, encore une fois, sur les GAFAM avec, on voit des cours boursiers qui ont explosé aussi? Il y a un problème plus compliqué sur les GAFA, c'est qu'ils posent une double question. La première question, c'est celle de la fiscalité, celle qui est la plus facile à aborder. Enfin, aborder, mais facile à aborder et difficile à traiter. Quand dans les Paradise Papers, on a encore vu, je crois que c'était l'équipementier américain Nike, qui, via un truc aux Pays-Bas, payait 2% d'impôts sur ses résultats en Europe. Oui, mais vous voyez bien la montée au fond du discours, de l'explicitation des choses. Ça marche toujours de la même manière. Vous verrez qu'il y aura une l'Irlande solution. n'a pas demandé à Apple de se faire rembourser l'argent. Elle ne voulait pas. Il a fallu que la Commission européenne tape du poing. Reconnaissez que si la Commission européenne tape du poing, c'est qu'il y a du nouveau sur cette terre. Donc il va se passer quelque chose. Ça, ce sujet-là va vraisemblablement limiter ces profits qui sont pour partie liés au fait qu'ils payent quand même relativement peu d'impôts. Les chiffres d'Apple sont absolument hallucinants, ce qu'ils ont offshore. Donc c'est en réalité... Mais pour l'instant, les bénéfices qui sont publiés sont
de nature à conforter encore une fois les valorisations ou est-ce Alors, qu'il y a encore un décalage absolument énorme? C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, puisque ce sont des monopoles de fait technologiques exceptionnels qui attaquent tous les marchés de l'avenir numérique, un bout du sujet, mais ils se développent aussi en génétique, en intelligence artificielle, un peu partout, et ils sont tellement leaders que, au fond, je ne suis pas surpris. Premier sujet, donc la fiscalité, ça va se résoudre, ça va un peu ralentir l'affaire. Ça va se résoudre rapidement? Ça va se résoudre rapidement, vous voyez, moi je suis... Dans les 2 ans qui viennent, l'Europe aura résolu le problème. Dans 2 ans qui viennent. Ah, le rendez-vous est pris. Hein. Ça, je peux dire que ces collecteurs, on note. Hein. Rendez-vous. Et deuxième aspect, vous aurez à ce moment-là un deuxième sujet qui viendra plus, lui, des États-Unis. Le premier, c'est l'Europe. Les États-Unis, qui est que le pouvoir de ces entreprises est tel qu'à un moment déterminé, il va y avoir, comme toujours aux États-Unis, de la mauvaise humeur, du souhait de limiter leur développement, les de leur autorités demander vont chercher à casser ces monopoles. J'allais dire de mettre des Chinese wall entre leurs activités. Enfin, vous aurez ça. C'est évident, personne ne pourra accepter dans les 5 ans qui viennent que le monde soit dominé par 5 Ça veut dire des résultats futurs peut-être moins bons pour les GAFAM? Ça voudra dire des résultats, j'allais dire, consolidés aussi bons pour les GAFA, mais répartis entre quelques entreprises. Bon, voilà, on est content de vous avoir eu, Jean-Hervé Lorenzi. Optimisme et lucidité. Voilà, j'ai le pessimisme de quoi? De la lucidité, mais j'ai l'optimisme de la volonté, disait Michel Rocard. Voilà. On finira là-dessus. Merci à vous. Donc Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, était donc l'invité de Boursorama, de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.